Alors je ne vais pas vous mentir, les images du Saint-Clair de Nantes qui a été détruit le 18 juillet 2020 dans l'incendie de la cathédrale étaient trop mauvaises pour que je puisse les utiliser. Donc je vais quand même réussir à vous en parler un petit peu, mais j'ai choisi une œuvre de la même année, du même peintre, certes qui n'est pas un sujet religieux, mais qui va nous permettre de comprendre le style et les aspirations de ce grand peintre français qui était Hippolyte Flandrin. Donc, je vais vous parler de cette toile réalisée en 1836. C'est le jeune homme nu assis au bord de la mer, et c'est une huile sur toile mesurant 1,24 m par 98 cm. La toile se retrouve à l'exposition universelle de 1855. Elle est achetée par Napoléon III en 1857 pour être conservée au musée du Luxembourg, qui à l'époque était un petit musée d'art actuel, et qui n'exposait que des œuvres d'artistes vivants. Alors qu'est-ce que vous voyez? Quel est le sujet d'Hippolyte Flandrin? C'est un jeune homme nu, assis sur un drapé vert, sur un rocher, en position fétale, avec ses bras qui entourent ses jambes et sa tête sur ses genoux. Il a une épaisse chevelure noire et bouclée, dont on sent toute la texture, comme si on pouvait passer notre main dedans, sa peau parfaite, sans défaut, son torse, sa cuisse, son avant-bras, que l'on sent musclé, malgré l'apparente jeunesse. Il a une peau blanche parfaite, qui se détache sur le ciel bleu nuancé de nuages blancs, et sur cette mer bleu méditerranéen au reflet vert. Alors cette scène est un peu étrange, mais on comprend bien que c'est un jeune et faible de la Grèce antique. Mais est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il est assoupi? Est-ce qu'il est en pleine méditation ou en plein désespoir? On a envie de savoir, de poser notre main sur son dos parfaitement arrondi, mais si on le perturbait, cela briserait toute la toile. Et de toute façon, dans tous les cas, ça ne nous indique rien. Est-ce qu'il est perdu, abandonné sur une île déserte? On ne le saura jamais et c'est au spectateur de décider. Ce qui est sûr, c'est qu'Hippolyte Flandrin se donne beaucoup de mal, montre une vraie maîtrise parfaite de la finition de son art dans le corps, dans la couleur, dans cette représentation qui paraît du coup intemporelle, chère au néoclassicisme, à l'académisme du début du 19e siècle. Puis c'est aussi très homoérotique, on ne va pas se le cacher. Flandrin propose une composition très simple et très épurée. Le corps du jeune homme tend vers le cercle, on a même un demi-cercle parfait. Le dessin est strictement composé grâce à cette forme géométrique et on sent que cette qualité du dessin, cette maîtrise, a été très importante pour le peintre et pour qu'il puisse construire sa figure. Alors, ça a toujours été un conflit théorique dans l'histoire de l'art, cette querelle du dessin et de la couleur. On dit que les Florentins de la Renaissance privilégiaient le dessin et que les Vénitiens, eux, privilégiaient la couleur. Et dans ce débat qui a passionné la France au XVIIe siècle et qui s'est prolongé jusqu'à l'époque d'Hippolyte Flandrin, les idées n'ont cessé de changer et Flandrin, lui, a absolument penché du côté du dessin. Donc le dessin, c'est très important dans l'art d'Hippolyte Flandrin, mais ça ne veut pas dire que la couleur n'est pas travaillée. Ici, les nuances de couleur sont infinies, toutes ces nuances de bleu, toutes ces nuances de brun qui se déclinent du plus sombre au plus clair, le pur et le subtil avec cette lumière qui accompagne la couleur et ses effets de nuance. Et tout s'explique lorsqu'on sait où en était Hippolyte Flandrin dans son éducation artistique à ce moment précis. On a deux choses capitales. D'abord, après ses débuts à Lyon, Hippolyte Flandrin devient l'élève du grand peintre académique français Jean-Auguste Dominique Ingres, donc en 1829. Ingres, c'est le peintre officiel français du début du siècle qui s'impose après l'exil et la mort du grand peintre officiel de l'Empire, et qui d'ailleurs a été son maître Jacques-Louis David en 1825. Alors l'influence d'Ingres est parfois très visible dans l'œuvre d'Hippolyte Flandrin, et face à cette toile du jeune homme nu, on ne peut pas passer outre la comparaison avec une toile qu'Hippolyte a réalisée 3 ans plus tôt, son Polythèse, fils de Priam, observant les mouvements des Grecs à Troie, conservé à Saint-Étienne, et qui est un peu plus chaud et moins mélancolique que le jeune homme nu. Dans un sens, on peut dire que le jeune homme nu est la suite de l'état d'esprit de Polythèse, mais pas la suite historique, puisque le prince troyen meurt pendant le sac de sa ville par les Grecs. Alors, entre 3 et 4 ans séparent les deux œuvres, mais vous remarquez l'évolution. Le paysage qui se simplifie, les nuances de couleurs qui deviennent plus subtiles et plus importantes, et l'importance de l'évolution sur ce travail de la lumière qui est beaucoup plus douce. Alors on ne va pas jouer au jeu des 7 erreurs, mais clairement on comprend qu'il y a un certain climat, de certains paysages, une certaine lumière qui profite à Hippolyte Flandrin. Et ce climat, cette lumière, c'est
l'Italie, puisqu'en 1836, Hippolyte Flandrin est à Rome. Alors Hippolyte Flandrin est à Rome depuis 1833, après avoir obtenu la première place au Prix de Rome de peinture de 1832. Le Prix de Rome, c'est une bourse offerte aux artistes les plus talentueux et qui leur permet un voyage en Italie à la Villa Médicis, ce qui va leur permettre notamment de voir et d'étudier les antiques et les grands peintres anciens. Donc pendant cette période, Flandrin goûte notamment le charme et la chaleur de vivre italienne et romaine, mais il étudie les grands maîtres de la Renaissance, comme Raphaël. Donc de Raphaël, il va évidemment tirer cette précision, cette douceur et cette perfection du trait et des nuances, mais il va également étudier Michel-Ange, puisque cette pose, Flandrin l'a sûrement vue d'une sculpture du grand sculpteur florentin que voici. Donc cette œuvre est achevée en 1836, elle est envoyée à Paris en 1837, c'était la contrepartie de ses élèves qui étaient nourris et blanchis par l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui devaient régulièrement envoyer des études et des œuvres à cette institution qui payait leur voyage. D'ailleurs, Flandrin suivra de près cette toile puisqu'il va rentrer à Paris cette même année 1837. Donc dans cette peinture, il y a tout. C'est l'achèvement pour Hippolyte Flandrin de ses années d'études avec le reflet donc, de l'esthétique antique, de la leçon des grands maîtres de la Renaissance et également du goût officiel, de l'art officiel et du goût contemporain enseigné par Ingres. Et cette année 1836, où Flandrin crée Le jeune homme nu assis au bord de la mer, eh bien c'est aussi l'année où il peint le Saint Clair guérissant les aveugles, donc qui a été détruit dans les flammes d'un incendie de la cathédrale de Nantes ce 18 juillet 2020. Et cette toile du Saint Clair collait à tous les principes de composition et de couleur que je viens de citer. C'était une toile à sujet religieux, donc Saint Clair, premier évêque de Nantes, qui guérissait les aveugles. Et ça nous rappelle aussi que Flandrin était un très important peintre de sujets religieux au XIXe siècle. C'était un tableau extrêmement bien construit, avec une lecture très simple, qui guidait le spectateur avec une facilité déconcertante, qui montrait toute la maîtrise et l'intelligence du peintre dans une composition. L'œil du spectateur était d'abord attiré vers le bas, avec cette verticale qui passait par la colonne, puis par le corps du saint, puis une diagonale montante formée donc par la perspective architecturale des marches et des aveugles, puis une autre diagonale montante vers la gauche, formée par les bras du saint qui ramènent vers son visage. Et enfin, ce nouvel élan vers le haut, vers le divin. Donc Hippolyte Flandrin avait élaboré cette toile avec un message divin, tout était fait pour ramener les yeux du spectateur vers le haut. Ce qui restait de la toile était formé par ce paysage tout à fait romain, donc qui évoquait son séjour à Rome, et ces visages dont certains sont tout à fait repris des œuvres de son maître, Ingres. Ce tableau était donc un petit chef-d'œuvre très représentatif des études d'Hippolyte Flandrin, et qui a malheureusement été perdu à jamais, enfin presque. Mais Jean-Hippolyte Flandrin nous a heureusement laissé beaucoup d'autres œuvres. Donc ce peintre, qui était né à Lyon en 1809, était un représentant, s'inscrit dans ce qu'on appelle l'académisme. Si vous voulez, c'est une succession de générations de peintres, avec au début donc David et le néoclassicisme, qui est en quelque sorte le berceau de l'académisme d'Ingres et de ses suiveurs. Et au-delà, on a donc cette génération de peintres académiques, qu'on appelle également les pompiers, et qui portent cet art officiel, donc apprécié par toute la société, tout le monde, enfin presque, donc pendant tout le XIXe siècle et jusqu'à la fin du XIXe siècle, et même jusqu'au début du XXe. Et donc on les appelle les peintres académiques parce qu'ils respectent l'autorité de cette institution très importante qui est l'Académie de peinture et de sculpture. Et donc dans cette institution, cette dernière génération, donc les pompiers, donc on les appelle comme ça parce que les artistes de cette école ont une certaine passion pour les casques et la théâtralité, donc eux sont opposés à la modernité en peinture, c'est-à-dire à représenter des sujets actuels et avec une touche plutôt neuve, proche de la touche romantique, proche de la touche de Manet et des impressionnistes qui vont vraiment, eux, dominer à partir des années 1870. Mais l'art officiel reste le style pompier et le style académique. Et les artistes de ce courant ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, donc le goût pour l'antique, le goût pour la peinture très finie, donc c'est le travail de Jean-Léon Gérôme, c'est le travail de William Bouguereau, Alexandre Cabanel,
Thomas Couture et Hippolyte Flandrin. D'ailleurs, dans cet art officiel, Hippolyte Flandrin a une valeur reconnue, puisqu'en 1853, il devient lui-même membre de l'Académie de peinture et de sculpture. Alors son travail pour l'art officiel s'exerçait dans des domaines qu'il appréciait particulièrement, donc il faisait des sujets religieux, il avait reçu beaucoup de commandes extrêmement importantes pour des œuvres monumentales, et puis parallèlement, c'était aussi un très grand portraitiste, comme son maître Ingres d'ailleurs. Et puis en 1863, donc sa santé décline, et donc il décidera de repartir en Italie, où il y a un climat un peu plus clément, où il mourra l'année suivante, donc en 1864, et son corps sera rapatrié, inhumé à Paris. Avec tout ça, vous comprenez qu'Hippolyte Flandrin, c'est l'incarnation de l'art officiel au XIXe siècle. Même si ça peut paraître un peu bourgeois, pompeux, trop théâtral, figé et froid par rapport au romantisme, au réalisme, au moderne ou aux impressionnistes naissants, c'est quand même cet art qui est l'art officiel, et pas donc tous ces courants extravagants que je viens de citer. Et on est obligé de reconnaître, malgré donc notre passion en histoire de l'art pour les bouleversements de courants artistiques, on est obligé de reconnaître que ce sont des grands peintres, parce que après des années d'études, d'observations, de voyages, pour maîtriser le dessin, pour maîtriser les nuances de couleurs, les nuances d'une même couleur, pour maîtriser cette diffusion de la lumière, on est obligé de reconnaître que ce sont des grands peintres, des maîtres, des génies, et qu'ils forment le goût qui a dominé le XIXe siècle. Donc oui, ce sont de grands artistes, et Hippolyte Flandrin est certainement le plus doux, le plus spirituel et le plus introspectif parmi eux. Et savoir qu'une de ses œuvres a irrémédiablement disparu, c'est une très grande tristesse. Et chaque élément du patrimoine français ou du patrimoine mondial qui disparaît, eh bien c'est une leçon, c'est un souvenir, c'est une part de l'âme qui pourtant devait être immortelle, qui disparaît. Et il est du devoir de chacun, aujourd'hui, de protéger cette part de l'âme quand un danger, quand un despotisme, quand une inaction la menace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Toutes les œuvres qui seront conservées dans au moins une mémoire ne sont pas perdues à jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très motivant. C'était Nicolas pour vous servir, et j'espère vous revoir très bientôt sur Art Côté.